Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Je suis très content aujourd'hui de vous présenter cette vidéo qui, je pense, va être extrêmement importante parce qu'elle est issue d'un article extrêmement important qui est le consensus mondial sur ce qu'est, ce que n'est pas le TDAH, le trouble de déficit attentionnel / hyperactivité. Vous savez, ce trouble qui touche les enfants et les adultes et qui consiste en un niveau plus élevé et pathologique par rapport à la moyenne des gens de distractibilité, donc du fait d'être facilement distrait, d'impulsivité, de défaut d'inhibition, comme on pourrait dire, c'est-à-dire cette difficulté plus grande que pour les autres à s'empêcher à s'empêcher de, je sais pas moi, de parler quand il faut pas, de manger quand il faut pas, de bouger quand il faut pas, d'être distrait par des choses et donc d'être dans la lune, etc. Bref, c'est ça qu'on appelle le TDAH, trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, et aujourd'hui, on a cet article formidable qui est un consensus mondial de l'ensemble des experts sur le sujet dans le monde entier. On a la chance d'ailleurs en France d'en avoir une experte qui est listée dans cet article, qui a participé à la rédaction de cet article, qui est le docteur Wakil Purper, dont on a fait d'ailleurs une interview récemment sur la chaîne. Et donc on a vraiment, on n'est pas trop déclassé dans le domaine, notamment grâce à son équipe. Il y en a plein d'autres en France, hein, évidemment, notamment dans les CHU qui sont exceptionnels. Mais voilà, je voulais noter ce petit point. Ils ont été adorables parce qu'ils ont pensé, alors pas à moi évidemment, mais ils ont pensé aux gens qui devraient peut-être en faire un résumé. Et donc ils ont fait eux-mêmes un résumé de ce sur quoi ils se sont mis d'accord, ce sur quoi il y a un consensus mondial sur le TDAH. Et en fait, il y a les pages à chaque fois où il y a l'argumentaire scientifique qui permet de justifier donc leurs petits commentaires, leurs petits résumés. Et en fait, on va les faire tous les uns après les autres. Et donc, ça va être une vidéo finalement un peu résumée de ce qu'il y a à savoir, de ce sur quoi les experts sont d'accord quand il s'agit de TDAH, trouble de déficit attentionnel / hyperactivité. Alors, première chose, le syndrome maintenant connu sous le nom de TDAH a été décrit dans la littérature médicale pour la première fois depuis 1775. 1775, ce n'est pas une découverte moderne, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été vraiment très bien décrit dans les termes qui correspondent à ce qui existe aujourd'hui depuis 1775. Et si on regarde même au-delà, il y a des descriptions de personnes qui correspondent à ce diagnostic moderne dès 400 avant Jésus-Christ. Voilà. Mais en tout cas, de manière littérature médicale classique au sens où on l'entend, c'est 1775. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une mode, ce n'est pas moderne, je ne sais pas ce qu'on peut dire par là. Deuxièmement, le diagnostic de TDAH est bien défini et valide à tous les âges, at all ages. C'est-à-dire, on peut faire un diagnostic à 50, 60, 70 ans. Il y avait une étude canadienne dont on a parlé sur cette chaîne. On a fait une vidéo qui cherchait à valider la pertinence du diagnostic de TDAH chez l'adulte et chez la personne entre guillemets âgée. Ne me tapez pas dans les commentaires. Ce diagnostic est tout à fait valide à tous les âges, y compris en présence d'autres troubles psychiatriques, ce qui est commun. C'est-à-dire, even in the presence of other psychiatric disorder, which is common. C'est-à-dire que le fait d'avoir d'autres troubles psychiatriques n'empêche pas de faire le diagnostic de TDAH. D'accord ? Et c'est même commun d'avoir d'autres troubles psychiatriques associés. Le TDAH est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Il arrive à 5,9% chez l'enfant et 2,5% chez l'adulte. Il a été montré dans plusieurs études en Europe, en Scandinavie, en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à un pays ou à une zone géographique. Ces pourcentages, on retrouve à peu près les mêmes partout. Donc 5,9% des enfants et 2,5% des adultes, ce qui en fait le deuxième trouble le plus fréquent chez l'enfant après le trouble anxieux et la dépression, qui est un problème sérotoninergique particulier, et donc 2,5% des adultes, ce qui est un des troubles les plus fréquents aussi en psychiatrie de l'adulte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si partout dans le monde, et que vous êtes psychiatre, et que vous n'avez jamais vu de votre vie de patient TDAH, ou que vous en avez vu une minorité extrême,
il y a un problème, ou alors vous avez une activité extrêmement spécialisée dans un truc qui n'est pas le TDAH, mais si vous avez une activité normale, eh bien vous devez voir beaucoup d'enfants TDAH, beaucoup, que ça doit être le deuxième diagnostic le plus fréquent dans votre patientèle, et si vous êtes adulte, ça doit quasiment aussi d'ailleurs être le deuxième diagnostic le plus fréquent, peut-être le troisième, ça dépend comment on compte, mais vous devez, enfin voilà, c'est quelque chose de fréquent, c'est quelque chose de commun, on n'est pas sur quelque chose de rare, d'accord ? Ensuite, le TDAH est rarement causé par une seule mutation génétique ou un risque environnemental précis, hein, mais dans la plupart des cas, c'est une association d'effets combinés entre la génétique et l'environnement. Donc la génétique, c'est 300 gènes qui ont été identifiés dans un article publié dans Nature Genetics, dont on a fait la review sur cette chaîne aussi. Ça tombe bien parce que dans la littérature qu'ils ont reprise, il y a plein d'articles dont on a parlé sur cette chaîne. Donc je suis très content. Ça montre qu'on ne prend pas des articles au hasard et qu'on prend ceux qui sont intéressants. Et donc il y a environ 300 gènes dont on sait qu'ils sont impliqués dans le TDAH sur une douzaine de clusters, donc une douzaine de zones géographiques des gènes. D'ailleurs, ces 12 clusters sont des clusters de mammifères. C'est pas quelque chose qui est spécifique à l'être humain. Probablement cette propension à l'impulsivité, à la distractivité un peu extrême, entre guillemets. Et donc voilà, et donc ça, il y a une part génétique, on sait que c'est un truc très génétique, très héréditaire, mais on sait aussi que l'environnement joue énormément. Je me tue à le dire sur cette chaîne. Le TDAH est un trouble éminemment circonstanciel, c'est-à-dire qu'en fonction de votre environnement, eh bien, les symptômes vont apparaître ou pas. Plus exactement, le fonctionnement va être pathologique, c'est-à-dire va générer une souffrance, un handicap chez vous, ou pas, en fonction des circonstances. Après, votre fonctionnement de base, quel que soit votre environnement, quand vous avez un fonctionnement type TDAH, il va être effectivement de plus d'impulsivité, de plus de distractivité, de plus de défaut d'inhibition, c'est sûr. Mais en fonction des circonstances, ça va peut-être pas du tout être un handicap, ça peut même être un avantage. Donc l'environnement joue considérablement sur, non pas le tempérament TDAH, mais sur l'aspect pathologique du TDAH, d'accord ? Les gens avec un TDAH montrent souvent des difficultés, des difficultés, une impaired performance, donc des difficultés en performance sur les tests psychométriques notamment et de fonctionnement cognitif, mais cela ne peut pas être utilisé comme diagnostic de TDAH. Alors ça, je vais le lire en anglais pour pas qu'on m'accuse de mal traduire, parce que on a eu des polémiques sur cette chaîne YouTube parce que je disais que le diagnostic était clinique et non pas psychométrique, d'accord ? Mais pas du tout psychométrique, il n'y a pas besoin de tests de neuropsycho ou je sais pas quoi pour faire le diagnostic. Ça peut être utile pour d'autres choses, mais pas pour le diagnostic de TDAH. Donc je vais le lire en anglais pour pas qu'il y ait d'histoire. People with ADHD often show impaired performance on a psychological test of brain functioning, d'accord ? But these tests cannot be used to diagnose ADHD. Voilà, on ne peut pas être plus clair que ça. Donc encore une fois, quand je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'était pas une lubie personnelle, d'accord ? C'était pas pour je sais pas quoi. C'est les données. Tout le monde il y a un consensus mondial sur des experts du TDAH sur le sujet. Le diagnostic est clinique. Alors oui, moi personnellement, j'utilise des questionnaires, etc. En plus. Bon, c'est des questionnaires qui sont essentiellement utilisés pour la recherche, mais bon, c'est bien parce que finalement, le patient, il peut plus s'approprier les symptômes, mieux comprendre les choses, etc. Mais le diagnostic, c'est un diagnostic clinique, d'accord ? Il n'y a pas besoin de tests, y compris de tests symptomatiques. On fait une anamnèse du patient précise, des antécédents familiaux, des antécédents personnels, de l'histoire de vie, du fonctionnement. C'est de la clinique et uniquement de la clinique. Voilà. Les études en neuroimagerie ont montré une faible différence structurelle et de fonctionnement entre les cerveaux en moyenne des gens avec et des gens sans TDAH. D'accord ? Ces découvertes ne peuvent pas être utilisées pour diagnostiquer le TDAH. Ça aussi, c'est une question à laquelle j'ai répondu souvent. Il n'y a pas de diagnostic à l'imagerie cérébrale. D'ailleurs, il n'y a aucun diagnostic non clinique du TDAH, et l'imagerie cérébrale, donc le scanner, l'IRM, n'est pas du tout quelque chose qui permet de diagnostiquer ou d'exclure le TDAH du tout. Les différences, elles sont sur des très très grands nombres, et elles sont en plus très faibles, et pas très consistantes à vrai dire. Bon. Je vous ai partagé ça sur mon Twitter d'ailleurs, un article récemment qui parlait de ça.
Les gens avec un TDAH ont une augmentation du risque d'obésité, d'asthme, d'allergie, de diabète, d'hypertension, de troubles du sommeil, de psoriasis, d'épilepsie, d'infections sexuellement transmissibles, et c'est pour ça que c'est important de faire des sérologies, d'anomalies de vue, de la vue, de troubles auto-immuns et de troubles métaboliques. Voilà, on en a parlé plus haut. Donc ça, c'est les comorbidités, les troubles associés les plus fréquemment au TDAH, dont certains sont favorisés par le TDAH. On comprend bien que quand on a un défaut d'inhibition, quand on est impulsif et distractible, eh bien, on a plus de risques, notamment vis-à-vis d'une toxicomanie, et donc potentiellement une toxicomanie au sucre, au gras, donc un risque d'obésité, donc de diabète, d'hypertension. On a aussi des problèmes psychologiques avec des troubles du sommeil. Il y a aussi une composante clairement de désinhibition qui peut amener aussi un risque de maladie sexuellement transmissible. Et puis il y a aussi toute une partie qui semble être un peu auto-immune, ou en tout cas liée à l'immunité. En psychiatrie en général, on retrouve ce type de résultat. Bon, donc ça, c'était l'autre point. On en a parlé beaucoup dans les vidéos, et ce qui était très intéressant, notamment dans nos vidéos, je vous invite à les regarder sur la playlist, c'était l'interview du professeur Barclay, qui nous rappelait que de plus en plus, on considérait le TDAH comme un trouble chronique, et on considérait le TDAH comme un facteur de risque de plein d'autres troubles, et qu'il fallait prendre l'ensemble des choses en charge, et pas forcément uniquement le TDAH, même si c'était évidemment très prioritaire. Les gens avec un TDAH ont une augmentation du risque d'une qualité de vie faible, d'accord, de prise de substances toxiques, substance use disorder, d'accidents, notamment par exemple d'accidents de la route, etc., donc de troubles liés à un accident, de difficultés scolaires, encore une fois pas parce qu'ils ont un QI plus faible, mais parce que quand on est distractible et impulsif, quand on a un défaut d'inhibition, eh bien rentrer dans un cadre scolaire, c'est très compliqué, et c'est très vite dévalorisant, et puis on se fait beaucoup disputer, et puis voilà. De chômage, de problèmes de jeu, de grossesse trop précoce, ce qu'ils appellent teenage pregnancy, d'accord, donc de grossesse à l'adolescence, de difficultés d'interaction sociale, ça aussi c'est très important, parce que dès qu'on a des difficultés d'interaction sociale, aujourd'hui on pense qu'on a un trouble du spectre de l'autisme ou je ne sais quoi. Alors ça peut être le cas bien sûr, hein, mais il ne faut pas méconnaître les difficultés d'interaction sociale, les difficultés aussi de terreau de l'esprit et parfois d'empathie chez les personnes qui ont un TDAH, parce que quand on est distractible et quand on est impulsif, eh bien la socialisation se fait beaucoup moins, et moins elle se fait, eh bien moins on est compétent dans le domaine, hein. La socialisation, c'est une compétence qui s'acquiert avec le temps. Les capacités d'interaction sociale, ça s'acquiert avec le temps, c'est pas complètement inné, c'est travaillé, et donc si finalement on n'est pas capable de le travailler parce qu'on a un TDAH, parce qu'on est distrait, impulsif, qu'on a du mal à s'intégrer, eh ben on va être moins compétent dans le domaine. Aussi une augmentation de la délinquance, du risque suicidaire et de la mort prématurée. Donc le TDAH, ce n'est pas quelque chose qui est juste un problème scolaire, vous comprenez bien. Et ça, en France, malheureusement, on a du mal à le comprendre. On a l'impression qu'il faut traiter les gens uniquement quand il y a un problème à l'école. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les problèmes sociaux sont, entre autres, extrêmement importants à prendre en charge, parce que c'est quelque chose qui va impacter considérablement la qualité de vie des gens. D'accord ? Ensuite, les études économiques montraient que le TDAH était associé à un coût pour la société de centaines de milliards de dollars tous les ans dans le monde. D'accord ? Donc, en plus d'être un vrai problème pour les gens, pas que pour l'école, c'est aussi une cause importante de dépenses dans le monde. Donc ça veut dire aussi, là c'est un message pour les personnes qui nous gouvernent, que ce serait peut-être bien de s'en occuper, parce que si vous voulez pas forcément le bien des gens, je comprends, on a... À partir d'un certain niveau, le niveau psychopathique augmente, et c'est bien aussi, et on a besoin de gens un peu psychopathiques, et donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, cher ami psychopathe, je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'il fallait prendre en charge le harcèlement scolaire, non pas pour sauver les enfants, parce que vous vous en moquez, cher ami psychopathe, mais parce que ça coûtait très cher, et je vous fais la même remarque pour le TDAH. Hein. Même si vous vous moquez des gens,
ça vous coûte de l'argent dans vos impôts, donc occupez-vous-en. Parce que soigner, c'est beaucoup plus rentable que ne pas soigner. C'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent en soignant. Je parle encore une fois à nos amis psychopathes. Je sais bien que vous qui regardez cette chaîne, vous êtes soit des personnes concernées, soit des personnes intéressées, et que vous, forcément, vous avez un peu d'empathie, un peu de théorie de l'esprit. Mais si vous voulez convaincre quelqu'un qui s'en moque des autres, eh bien, dites-lui que ça lui coûte très cher dans ses impôts. Bon. Les agences de régulation partout dans le monde ont déterminé qu'un certain nombre de traitements sont sûrs, are safe, and effectifs, efficaces, pour réduire les symptômes de TDAH, tel que ça a été montré dans des essais cliniques randomisés. Il y en a plein, il y a des méta-analyses en veux-tu, en voilà. Donc le message de cette partie-là, c'est il y a plein d'agences dans le monde, il y a plein d'agences qui recommandent les médicaments, qui autorisent les médicaments, qui reconnaissent qu'il existe des traitements pour l'enfant et pour l'adulte, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, qui sont sûrs et efficaces pour réduire les symptômes de TDAH. Donc il y a un traitement. Le message c'est ok, bon là on vous a fait un peu peur avec tout ce qui ne va pas dans le TDAH, mais enfin il y a des traitements efficaces et sûrs qui ont été évalués par des études randomisées contrôlées en double aveugle contre placebo et nombreuses, pour lesquelles on a pu même faire des méta-analyses tellement il y en avait et tellement c'était de qualité, ça a fait des méta-analyses de qualité. Notamment, on passe un coucou au professeur Samuel Cortez, qui est un des plus grands chercheurs au monde sur le TDAH, qui bien sûr a participé à cet article, évidemment. Le premier auteur, c'est le professeur Farron, qui est aussi un très très grand chercheur, un des plus grands chercheurs dans le monde sur le TDAH. Et je parlais du professeur Samuel Cortez parce qu'il nous a fait l'honneur de faire plusieurs vidéos sur cette chaîne. Et il a été l'auteur de plusieurs méta-analyses d'études randomisées contrôlées en double aveugle sur l'efficacité des traitements contre le TDAH. Le traitement contre le TDAH réduit les accidents, par exemple les accidents de la route, les accidents de la vie, les accidents de la route, les traumatismes crâniens, la toxicomanie, substance abuse, la consommation de cigarettes. Il permet aussi d'améliorer le niveau d'éducation, c'est-à-dire que le niveau atteint par les personnes qui prennent un traitement sur le plan scolaire est meilleur que ceux qui n'en prennent pas. Les fractures, ça diminue aussi, le fait de prendre un traitement diminue les fractures, le fait d'avoir des fractures des os, bon, évidemment ça diminue l'accidentologie, ça diminue aussi le risque de maladies sexuellement transmissibles, ça diminue aussi le risque de dépression, de suicide, d'activité criminelle et de grossesse à l'âge de l'adolescence. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le consensus mondial sur le TDAH fait par des experts mondiaux. Donc, le traitement ne fait pas que améliorer les performances scolaires, comme on voudrait le croire en France, pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, mais ça aussi permet d'avoir d'éviter plein de risques extrêmement importants pour la vie des gens. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que le TDAH a un coût très élevé quand il n'est pas pris en charge, parce que tous ces risques-là finalement sont au maximum, au lieu d'être franchement minimisés grâce au traitement. Les effets secondaires des traitements contre le TDAH sont typiquement modérés, mild, et peuvent être corrigés, alors addressed, c'est-à-dire pris en charge, traduit ça comme vous voulez, ça ne change pas grand-chose, par changer la dose ou changer le médicament. D'accord ? Donc c'est globalement, on a dit les traitements sont efficaces et bien tolérés, et quand il y a des effets secondaires, ils sont modérés, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé d'effets secondaires gravissimes. Hein. On a parlé de plein d'études ici sur cette chaîne, notamment sur le problème cardiovasculaire, d'infarctus, les problèmes d'AVC, les problèmes tout ça qui font partie de la liste, par exemple des contre-indications en France du traitement. Eh bien, il n'y a pas de raison scientifiquement de penser que le traitement par TDAH puisse créer des effets secondaires graves. En général, ils ne sont pas du tout graves, les effets secondaires, quand ils arrivent. On ne dit pas qu'il y en a à chaque fois. Les traitements stimulants, donc comme en France, par exemple le méthylphénidate pour le TDAH, sont plus efficaces, effectives, que les traitements non stimulants, les traitements médicamenteux non stimulants, mais sont aussi plus à risque d'être mal utilisés et qu'il existe un risque d'abus. D'accord ? Alors, comprenez bien, ça ne veut pas dire que les traitements rendent toxicomanes, pas du tout, c'est l'inverse. Hein. Les traitements psychostimulants comme le méthylphénidate diminuent au contraire le risque de toxicomanie, hein, on l'a dit plus haut, mais effectivement, le fait qu'ils circulent augmente le risque que ce soit mal utilisé, et c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas choqué qu'en France, on réserve sa prescription initiale
à un médecin hospitalier. Après, bon, peut-être que 28 jours de durée de traitement, c'est peut-être un peu court. Je sais qu'en Belgique, ça peut être 1 an de traitement d'un coup. C'est peut-être un peu long. On pourrait trouver quelque chose de plus raisonnable, à mon avis. Par exemple, je sais pas moi, 28 jours renouvelables une fois ou 2 fois. Bon, ça reste possible, notamment pour les patients qui sont bien traités. Malheureusement, en France, on ne peut pas le faire. Donc, ça multiplie les consultations pour dire bonjour, comment ça va, ouais, au top, quoi de neuf, etc. Bon, bah, on met le traitement, super, etc. Bon. Alors, au début de traitement, c'est très bien parce que bah, on est en train d'introduire le traitement. Donc, il faut vraiment... voilà, on surveille le moindre truc, etc. Et quand ça fait 1 an ou 2 ans que tout va parfaitement bien, que tout est bon, etc. Bon, c'est vrai que les gens ont un peu marre de voir le docteur tous les 28 jours. Ça peut se comprendre. Bref, donc voilà, c'est les traitements stimulants, donc par exemple le méthylphénidate, qui sont les plus efficaces par rapport aux traitements non stimulants. Voilà. Les traitements non médicamenteux, non-medication treatment for ADHD, pour le TDAH, sont moins efficaces, are less effective, que les traitements pharmacologiques pour le TDAH, hein, pour traiter les symptômes de TDAH. Mais ils sont fréquemment utiles pour aider les problèmes qui restent après un traitement médicamenteux qui a été optimisé, qui a été fignolé au maximum. C'est-à-dire que les traitements non pharmacologiques, comme par exemple certaines prises en charge de psychothérapie ou autres, peu importe, on ne va pas les nommer ici, eh bien, peuvent être utiles quand on a vraiment bien essayé de fignoler after medication has been optimized, c'est-à-dire vraiment on a essayé d'optimiser au maximum le traitement. Et là, effectivement, s'il nous reste des symptômes qui sont problématiques, eh bien là, on peut mettre en place des stratégies qui sont autres que médicamenteuses. Et là, ça peut être vraiment utile. Mais clairement, le consensus, c'est de dire que le traitement médicamenteux, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Clairement. Et la littérature est très claire là-dessus. On a parlé sur cette chaîne récemment des aménagements pour les enfants TDAH. Et de niveau de preuve scientifique. Bon, bah, en fait, il n'y en a pas. Enfin, il faut être clair. C'est-à-dire qu'on propose plein de choses à des gens avec un niveau de preuve scientifique extrêmement faible. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne marche pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ça veut simplement dire que il faut, comme on dit, remettre l'église au milieu du village. Enfin, dire, les traitements médicamenteux, c'est clairement ce qu'il y a de plus efficace et de plus démontré. Et puis, une des choses, par exemple, qui sortait comme statistiquement significative dans les aménagements non, encore une fois, pharmacologiques, c'était par exemple la lecture à haute voix dans le TDAH. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des stratégies autour du traitement, mais ça veut dire que la priorité, c'est vraiment d'optimiser le traitement, parce que c'est là où on va le plus aider les patients adultes ou enfants. D'accord ? Bah écoutez, moi j'espère que ça vous aura intéressé. Il y a plein d'autres choses dans l'article qui sont intéressantes, notamment de certains détails, mais on n'est pas là pour en parler. On essaie de faire quelque chose de relativement court, relativement accessible. Donc il y a plein de vidéos sur cette chaîne sur le TDAH, vous avez une playlist sur le TDAH avec, je sais pas, au moins 200 vidéos. Quasiment toutes sont issues d'un article scientifique que j'ai vulgarisé pour vous. Je crois que quasiment toutes, finalement, tous les articles pour lesquels j'ai fait des vidéos ont été repris dans ce consensus mondial sur le TDAH, et c'est bien normal, parce que ces gens qui se mettent d'accord sur un consensus, ils se mettent pas d'accord sur qu'est-ce que t'en penses toi et moi qu'est-ce que j'en pense, c'est qu'est-ce que dit la littérature scientifique. D'accord ? Donc c'est des avis d'experts, non pas sur leur propre avis parce qu'il n'y a pas de données, mais parce qu'il y a plein de données scientifiques de bonne qualité sur lesquelles on peut se mettre d'accord. D'accord ? Et c'est pour ça que tous ces experts du monde entier, vous verrez la liste, il y a le monde entier là. Tous les continents sont là, le monde entier est là, les plus grands chercheurs au monde sont là. Eh bien, tous se mettent d'accord, non pas parce qu'ils sont sympas entre eux et qu'ils se font plaisir, mais parce qu'il y a un consensus qui est légitime à la base avec des données scientifiques valides. Donc, le message de cette vidéo, c'est ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur le TDAH, il y a des données scientifiques. Allez voir votre docteur, votre médecin traitant en première intention si vous avez des questions, des remarques, etc. Et puis, vous ne vous laissez pas forcément avoir par certains médias ou certaines personnes qui pourraient vous dire des choses ou vouloir vous vendre des choses en disant le diagnostic il se fait comme ça, filez-moi 400 balles ou je sais pas quoi. Bon, bref, tout ça c'est de la médecine. Donc, allez voir votre médecin traitant en priorité. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.